franchement les tourneaux. Alors, cette semaine, comme à l'habitude, on a un programme assez chargé. Pas d'invités au téléphone. Tout le monde est en studio. Ça, c'est le fun. J'en ai déjà 2 qui sont là, d'ailleurs. Sébastien Saint-François, bonjour. Salut. Tu vas bien? Oui. Ah, merci d'avoir accepté de venir commenter, notamment l'élection de Mme Fréchette. Il y a comme tellement première. de matière. En distancié, ça n'arrête pas. Ben oui. Matière, puis des perspectives, des solutions. Oui. Hein, elle en a beaucoup, elle. Là. Ouais, elle en a avancé beaucoup tout d'un coup. Oui, tout à fait. Elle se détache de l'ère Legault. Oui, on a hâte de voir ça, mais on va en parler tantôt dans ta chronique, dans ton analyse. Et j'ai Anne-Marie Lesault qui est avec nous aussi. Bonjour Anne-Marie. Salut. Presque une habituée. On peut dire ça. Tout Ouais, à fait. ouais. Toi, Madame Fréchette, ça t'a... Comme femme, comme féministe... Mais je lisais, je ne sais pas si vous avez lu le texte de Mme Françoise David ce matin dans Le Devoir qui saluait, qui parlait, qui s'adressait en fait à Mme Fréchette. Oui, bon, rappelons que deuxième femme à être première ministre du Québec, Marois, quand même. Donc, d'un point de vue historique, il y a quelque chose d'assez inédit. On connaît le plafond de verre, on connaît la difficulté un peu plus grande pour les femmes d'être présentes en politique et on sait aussi qu'elles hésitent beaucoup plus davantage que les hommes à prendre des postes de décision. Donc, elle a fait beaucoup de promesses. Elle a annoncé qu'elle s'attaquerait au coût de la vie, panier d'épicerie, mais comme le disait Mme David dans son texte, c'est pas suffisant, là, le panier d'épicerie. Il y a le logement, il y a l'itinérance, il y a la santé, il y a le communautaire. Tu vas recevoir une personne du communautaire. On sait que aussi, ce sont des femmes, exact. La majorité qui sont dans le communautaire. Donc, il y a vraiment des enjeux là, sociaux auxquels elle doit s'attaquer. Et puis, sa prudence, dont on parle souvent, sa prudence politique, est à mon sens une force. Réfléchir avant d'agir en politique, bon, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Par contre, on verra si son néolibéralisme est un peu plus présent et celui de M. Drainville. Oui, parce qu'on va y revenir, mais effectivement, c'est une dame qui vient quand même du monde des chambres de commerce. Peut ressembler un peu à Charles Milliard aussi. Là, ça va être intéressant de voir comment tout ça va se déplier, mais on va aborder ça dans quelques minutes avec notre ami Sébastien Saint-François. Moi, je voulais revenir sur quelque chose qui est presque passé sous le radar cette semaine, mais qui a été relevé par Andréane Saint-Arnaud, qui est journaliste économique à Zone Économie, émission à laquelle je participe, et qui a soulevé à l'émission d'Alec Castonguay des statistiques intéressantes publiées par Statistique Canada qui démontrent que, allez-vous être étonnés, que les riches au Canada, puis au Québec forcément, sont encore plus riches qu'ils pouvaient l'être il y a quelques années. Essentiellement, pourquoi? Parce que les gens qui ont les moyens, c'est des gens qui jouent à la bourse, c'est des gens qui investissent, c'est des gens qui ont d'excellents fiscalistes, n'est-ce pas, Sébastien? Je pense pas à toi, là. Non, j'en ai pas. J'ai un comptable, mais j'ai pas de fiscaliste. T'as un comptable, mais t'as pas de fiscaliste. T'as raison, parce que j'ai fait ma mise au point ce matin. Malgré tout ce qui se passe là, aux États-Unis puis les folies, là, la bourse dans le dernier mois, là, des rendements de 3-4 % sur un mois. Là. Incroyable. Un mois. Incroyable. Alors, pendant donc le monde va mal, pendant que le monde est en crise, multiplication des crises de toutes sortes, démocratie qui est altérée aux États-Unis par les politiques de Trump, crise environnementale, même si Trump la nie, et ce qui se passe au Moyen-Orient avec l'impact que ça peut avoir justement pour les travailleuses et travailleurs, les gens de la classe moyenne, avec l'augmentation du prix du pétrole, ça a l'air qu'il y a des riches qui font bien de l'argent, notamment en bourse. Puis disons que le salaire minimum ne suit pas cette logique-là. Et moi, je mentionnais dans un débat, notamment avec Tasha Kérédine, qui est quand même une chroniqueuse assez conservatrice, qui est identifiée au Bloc conservateur. À un moment donné, il va falloir le faire, ce débat-là, dans notre société, sur la question de la répartition de la richesse. Toute la classe politique, que ce soit le Parti libéral de M. Carney, ils veulent agrandir le port de Montréal là, dans le port de Contrecoeur, prétendant qu'il faut faire du développement économique, qu'il faut diversifier nos marchés, qu'il faut exporter un peu partout à travers la planète pour s'enrichir. Mais s'enrichir pourquoi? Pour qui? Si on s'enrichit et qu'on ne répartit pas cette richesse-là. Et moi, j'ai tout le temps dit dans ce débat-là, il y a 2 façons dans une société de répartir la richesse. Ou bien donc par le travail, qu'on te donne des meilleures conditions salariales et des meilleures conditions de travail, ou ben donc par les politiques publiques, financées par une fiscalité qui est plus équitable. Et là, on va se faire dire « Ouais, mais il a fallu réduire la charge des entreprises au Canada puis au Québec parce qu'on n'était pas compétitif avec les États-Unis, puis il a fallu revoir la fiscalité. »
45 % de la fiscalité appliquée aux grandes entreprises des années 70 est réduite de 20, à peu près à 20-25 % aujourd'hui. Donc, la portion payée par les multinationales et les grandes entreprises en fonction des enjeux d'intérêt public dans la cour de l'État, puis du gouvernement, puis des programmes, puis des services, bien, les entreprises en payent moins. Alors, il va falloir un jour qu'on le fasse, ce débat-là, parce que sinon, on va continuer à nous dire, n'est-ce pas, Sébastien, c'est encore les travailleurs qui payent, puis c'est encore la classe moyenne qui paye. Puis là, après ça, on va nous introduire l'idée d'avoir des tarifs pour rentrer à Montréal, puis des tarifs pour circuler en voiture, parce qu'on a objectivement un problème de sous-financement des services publics. On va en parler tantôt avec Mme Fréchette, là. Mais dans 100 ans, on ne peut pas juste mettre des plasters, comme on dit en bon québécois. Il va falloir qu'on prenne des mesures plus structurantes. Donc, assez intéressant, cette approche-là d'Andréane Saint-Arnaud sur le fait qu'il y a un problème d'écart de richesse dans notre société. Et même si le Québec est encore une société plus égalitaire qu'ailleurs, on va le voir tantôt avec le communautaire. Je l'ai dit à Charles Gaudreault ce matin quand je lui parlais du sujet de ce midi. Ben, si on n'avait pas le communautaire pour faire le travail qui est fait, travail invisible, là, qui n'est même pas assumé par le CLSC, par les services publics, mais qui est assumé par les gens du communautaire, bon, on aurait une société pas mal similaire à ce que tu peux retrouver dans des grandes villes américaines. Je suis désolé, là, mais quand les plus démunis, puis quand les personnes itinérantes, puis les gens qui subissent la crise du logement, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, puis qui ont de la misère à nourrir leur famille, ben ça a des conséquences sur le plan social. Et ça a des conséquences désastreuses pour la population, mais aussi dans les rapports politiques, parce que c'est après ça qu'on voit les solutions de droite puis d'extrême droite qui s'expriment, comme aux États-Unis, alors qu'on sait très bien que Donald Trump, la première chose qu'il a fait quand il a été élu président des États-Unis, c'est de baisser les impôts des plus riches. Oui. Il n'a pas signé de décret pour augmenter le salaire minimum aux États-Unis, qui est à 7 $ de l'heure. 7 $ de l'heure, il y a des États où il n'y en a même pas de salaire minimum aux États-Unis. Donc, tout va bien, Mme la Marquise. Alors, si on veut être capable, effectivement, d'assurer un filet de sécurité sociale pour les prochaines années, il va falloir qu'on fasse ce débat avec la classe politique au niveau fiscal. Puis on va parler de Mme Fréchette tout de suite après la pause avec Sébastien Saint-François. Alors, on est de retour à Franchement les Tourneaux. Alors, comme je le mentionnais en introduction, Anne-Marie Lesseau qui est avec nous, qui va dans la deuxième partie de l'émission. J'ai oublié de le dire tantôt. Elle va nous faire une chronique. Elle va nous faire voyager dans le temps. Parce que là, je parlais en éditorial de partage de la richesse. Mais il y a 25 ans, au mois d'avril, on s'était retrouvés à Québec. Il y avait eu un grand sommet des Amériques. C'était George W. Bush qui était là à l'époque. Et on avait discuté justement d'une zone de libre-échange à la grandeur des Amériques. Tout le contraire de ce que Trump propose aujourd'hui, là. Et il y avait eu un sommet des peuples, des manifestations. Alors, Anne-Marie va revenir tantôt sur cet événement-là. Ça fait déjà 25 ans. Et mon ami Sébastien Saint-François, qui se peut plus là, de commenter. Surtout que, en plus, tu avais quasiment prédit le résultat. Ben oui, j'avais prédit 60-40. Pour Mme Fréchette? C'était pas pire. Moi, j'avais annoncé à Maréchal vendredi que Drainville allait gagner. Je sais pas où tu avais sorti ça. Ben, j'ai sorti ça de même, là. Ben, c'est ça. J'ai voulu faire un peu... Non, mais moi, je pensais... Mais Drainville, quand même, il faut y donner ça. Il a monté à la côte parce qu'au début, il était dans la cave. Là. Et moi, c'est un électeur de la CAQ qui a appelé juste avant Maréchal, qui nous a dit en ondes, moi, j'hésitais entre les deux, et Drainville est mieux placé pour faire le débat parce qu'il a une grande gueule. Il est populiste. Là, j'ai fait... Sont-ils rendus là, à CAQ? Vraiment? Ils vont élire Bernard pour, justement, essayer de fermer le clapet à Milliard puis les autres. Mais... Il y a un sondage qui était sorti quelques jours avant la fin du vote, puis avec Drainville, la CAQ était à 8 %, avec Fréchette à 18 %. C'est sûr qu'un sondage, c'est un sondage, là, mais ça n'a pas aidé Drainville bien. Comment tu reçois ça, cette élection? Ben, écoute, moi, ce qui m'étonne un peu, oui puis non, ça m'étonne, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, c'est qu'on voit que Mme Fréchette prend rapidement ses distances d'un gouvernement dont elle était ministre senior, super ministre en remplacement de M. Fitzgibbon. Puis là, elle s'éloigne vitesse grand V, puis elle a des solutions pour toutes sortes d'affaires que la CAQ n'avait pas. Là, elle veut baisser les droits d'immatriculation. Elle veut détaxer des produits, enlever la TVQ. Elle veut faire investir le privé dans l'éducation, les écoles, construction des écoles. Donc, l'État serait locataire des nouvelles écoles construites. Elle parle, elle avait dit qu'elle voulait rouvrir le PEC pour 2 ans. Mais
taxe de bienvenue, donc elle veut rembourser une partie de la taxe de bienvenue pour les nouveaux acheteurs. Peu importe ce qu'elle va promettre, ce qu'elle va engager, il va y avoir un contre-argument. Parce que je lisais, je pense que c'est ce matin ou hier, par rapport à la fameuse taxe de bienvenue, dit « Ouais, mais vous faites quoi pour les locataires? » Oui, vous allez aider les gens pour qu'ils veulent être propriétaires. Fait que peu importe ce qu'elle va avancer, il va y avoir un contre-argument. Le défi qu'elle a devant elle est énorme, il faut se le dire. Là, elle est à la tête d'un parti qui est dans la cave depuis longtemps dans les sondages. Dernier sondage, il restait 1, 2, 3 députés. Là. C'était entre 0 et 2. Moi, j'ai vu 0. Ouais, moi aussi, j'ai vu du 0. Ouais. Elle a quelques semaines pour faire sa marque, vraiment. Hein? On dit qu'elle est réfléchie. Oui, elle est réfléchie, mais en même temps, il va falloir qu'elle réfléchisse pas trop. Qu'elle réfléchisse pas trop, puis qu'elle nous sorte de quoi? Parce que rendu l'été, les gens décrochent un peu, puis après ça, on est en campagne électorale. Moi, j'ai bien hâte de voir aussi son conseil des ministres. Dans quelle mesure elle va se distancer. Tu crois qu'elle pourrait aller chercher l'ancienne Desjardins, là, Guy Cormier? Ça court comme rumeur, mais Cormier avait été interviewé il y a quelques mois, puis quand il a quitté Desjardins, puis lui, la politique, c'était vraiment pas dans les cartes. Mais est-ce qu'il veut vraiment, un gars comme Cormier, veut devenir ministre caquiste le temps d'une job d'été, comme on dit, puis après ça, se lancer en campagne électorale, puis se faire battre? Je ne sais pas. Moi, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression qu'à court terme, il ne se passera pas grand-chose d'autre que ce qu'elle a annoncé. Donc, moi, j'appelle ça des mesurettes. Ça se peut que ça ait des effets quand même si tu t'enlèves la TVQ sur un certain nombre de produits. Bon. Oublie pas que Girard, il a donné une enveloppe de 250 millions. Oui, son tout budget, à fait. Mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir quelques mesurettes. Après ça, tout le défi, c'est comment elle place, la CAQ, dans la prochaine campagne électorale. Parce que déjà Pierre Saint-Paul Plamondon, il a déjà commencé à peindre la CAQ comme le nouveau Parti libéral avec Mme Fréchette. Fait que c'est déjà commencé. Là. Il va y avoir une certaine concurrence naturelle qui va se faire avec le Parti libéral, bien sûr, parce que Milliard et puis elle, ça vient des mêmes milieux, Chambre de commerce et compagnie. Donc, comment elle va définir? Elle ne veut pas faire fuir les nationalistes. La gang de Bernard Drainville, elle veut les garder. Fait que, elle a tout un défi devant elle. Un défi par rapport à la population en général, à redéfinir ce parti-là en très peu de temps, tout en demeurant crédible, tout en n'embarquant pas dans le dossier, dans la game référendaire. Donc, elle maintient, c'est la troisième voie, puis c'est important. Puis elle a déjà commencé, là, chaque fois qu'elle prend la parole, elle parle des deux partis, le PQ, PLQ, on ne veut pas retourner là, ça serait un retour en arrière, suivez-moi, on s'en va vers l'avant. Ça va être fascinant de la voir aller. Tu penses qu'elle va réussir à relever un peu le nez de l'avion caquiste, genre sauver quelques meubles? Parce que la CAQ ne sera pas élue à l'automne. Il n'y a personne qui va... Elle ne fera pas un Mark Carney d'elle. Non, parce que la différence fondamentale étant que même si Carney était dans le portrait du PLC, là, derrière les portes closes, c'est sûr qu'il arrivait comme un newcomer. Ce qui n'est pas le cas de Mme Fréchette. Elle est quand même là depuis 4 ans. Elle a occupé des portefeuilles importants, immigration, ensuite économie, énergie, tout ça. Donc non, ce n'est pas une Mark Carney. Là. Mais je pense que la CAQ a de meilleurs... C'est ce que les sondages indiquent, sondage après sondage depuis un certain temps. Elle a quand même de meilleures chances de sauver quelques meubles que si Bernard Drainville avait été élu, même si probablement Bernard Drainville aurait peut-être fait un meilleur débat des chefs, plus éclatant, mais c'est encore drôle. Madame Fréchette, je l'ai écoutée les quelques fois qu'elle a pris la parole. Oui, elle est plus posée. Oui, c'est pas une... T'écoutes tout ça, toi, hein? J'ai tout écouté. Écoute, j'ai écouté... Tu passes ta vie devant la télé. J'ai écouté le show dimanche, quand tout le monde chantait. Là, c'était-tu beau à entendre? Tout le monde chantait. Pour M. Legault. Tu l'as mis sur ton Facebook. Là. Toi, non, tu me l'as envoyé par Messenger. Toi qui fais du chant, là. Oui. Ça faussait un peu. C'était pas très bon. Ouais, c'était pas excellent. Vas-y. Oui, j'avais un petit commentaire. En fait, tout le défi aussi, bon, vous parlez des défis à l'interne puis des défis à l'externe, mais cette troisième voie-là qu'incarne la CAQ, dans un contexte où le coût de la vie, on sait, la question référendaire, on essaie de la mettre à l'agenda politique, cette troisième voie-là, comment elle va faire pour incarner ça alors qu'elle veut elle veut intégrer du privé, en même temps, elle donne des mesures sociales, elle semble vouloir aider. C'est ce qu'elle dit. Elle veut aider la population. Pour moi, cette troisième voie-là, je ne vois pas comment ça peut être incarné en faisant intervenir plus de privé dans le public. Elle est où, cette troisième voie? La troisième voie, pour la CAQ, c'est principalement
C'est-à-dire qu'on sort de la guéguerre référendaire. C'est ça qu'elle veut dire par la troisième voie, principalement. Renouveler le fédéralisme canadien, en fait. On n'en sortira pas. Non, les sondages montrent très bien que... C'est encore... Le PQ descend, puis le PLQ monte. Pourquoi? Comment t'expliques ça, toi, que les libéraux remontent, puis il dit rien, milliard? Non, je sais. Il dit rien. C'est parce que je pense qu'il y a bien des gens qui quittent la CAQ, puis ils retournent tranquillement dans leurs bercails respectifs. Il y a ça. Il y a le fait que je pense que de plus en plus de gens n'en veulent vraiment pas d'un référendum. La pub de PSPP dans le Journal de Montréal, le lendemain, tu penses-tu que ça va attirer du monde au PQ, ça? Non. Ah non? Perso, non. Non? Je pense pas. Duhem, le Parti conservateur, comment il va tirer son épingle du jeu? Duhem, il reste les sondages lui donnent 12-15 % facile là, depuis un certain temps. Et il y a peut-être des caquistes déçus du côté de Bernard Drainville, qui se peignait comme le gars de droite, là, tout d'un coup, là, qui vont peut-être dire « Ouais, mais moi, je suis déçu, Fréchette, ça ne m'intéresse pas, je vais peut-être m'en aller vers Duhem. » On ne sait pas. Il va y avoir des mouvements dans l'électorat. J'en ai lâché une pas pire à Zone Info cette semaine en terminant en disant que, dans le fond, Bernard devrait s'en aller au Parti conservateur. Puisque Mme Fréchette est contre le troisième lien, il devrait, Bernard, s'en aller au Parti conservateur et se faire élire dans les vies. Puis les petits comiques de recherchistes, ils ont envoyé ça à Duhem à Québec. Puis Duhem, il paraît que ça ne l'intéresse pas de recruter Bernard Drainville. Mais ça serait... il serait peut-être mieux à sa place avec Duhem. Mais non, mais il y a des gens, effectivement, qui ont posé la question pour vrai en disant est-ce qu'il va rester à la CAQ aussi? Parce qu'il est capable de virer sa veste. Il a dit qu'il se ralliait, mais bon, est-ce qu'il va se représenter? Il n'avait pas l'air de bonne humeur. Hein? Non. On voyait, avant même qu'il annonce les résultats, dimanche, moi, j'écoutais, et tu voyais le body language, le langage corporel. Tu voyais tout de suite que lui connaissait le résultat, puis c'était pas lui le gagnant. Sa femme aussi, Martine, à côté de lui, là, il y avait les faces longues. Mais ça va être super intéressant quand même de voir comment les pions vont se placer d'ici l'élection, parce que c'est toute nouvelle game. Là. Même si, OK, on dit que c'est la CAQ, oui, mais ça va être une nouvelle forme de CAQ. On a un nouveau chef libéral. PSPP, bon, c'est un autre jeune quand même. C'est un jeune politicien. C'est des X à part ça. Oui, c'est le fun de voir des X enfin prendre leur place. Moi, ça te ressemble, ça. Je suis X, puis... D'ailleurs, toi, candidat Parti conservateur à Boucherville, non. Je peux te présenter M. Duhem, je le connais. Je fais pas de politique, je la commande. Fait que non, ça, c'est sûr. Mais non, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir le rôle, parce que tout indique que M. Drainville va avoir un poste de ministre. J'ai hâte de voir où elle va le placer. Elle a tout un défi à monter son conseil des ministres. C'est déjà... Elle veut réduire aussi. Elle veut réduire. Il faut qu'elle se distance de l'ère Legault, mais en même temps, il y a des postes stratégiques. Girard, je pense qu'il va rester aux finances. On dit peut-être santé, ça va rester inchangé pour le temps qui reste, mais en même temps, il faut qu'elle se distancie. Si elle veut lancer un message crédible à la population, il faut qu'elle mette des nouvelles têtes. Elle a tout un casse-tête à former le conseil. Oui, puis tu sais, le dernier budget Girard là, à 1,5 d'augmentation dans l'ensemble des ministères, ça ne tient pas debout. C'est l'austérité. Il faut qu'elle garantisse les coûts de système en éducation puis en santé. Oui, mais encore, elle va chercher l'argent où? C'est la quadrature du cercle. Dans ta poche. Faisons payer les riches, comme on disait à l'époque. Je l'ai plaidé haut et fort il y a quelques minutes dans mon éditorial. Bien, merci, Sébastien Saint-François, d'être passé de nous donner ta première impression. On parlera du conseil à un moment donné. Ah, absolument. Du nouveau conseil. Absolument. Après la pause, je reçois la porte-parole Sophie Tétrault-Martel du Centre des femmes de Longueuil qui va nous parler de la lutte du secteur communautaire. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux pour la deuxième partie de l'émission. Alors, comme je l'ai mentionné en introduction, Anne-Marie Lesseau va nous faire un voyage dans le temps. Dans la dernière partie, on va retourner à Québec, 2001, le sommet des Amériques, le sommet des peuples. Mais avant, comme je l'ai aussi mentionné, je reçois Sophie Tétrault-Martel, qui est intervenante communautaire au Centre des femmes de Longueuil et qui est une des porte-paroles du mouvement communautaire à bout, qui était en grève encore la semaine dernière. Exactement. Donc, on a été en grève du 23 mars au 2 avril. On était plus de 1900 organismes en grève. 1900? 1900. Donc, ça continue à rentrer même après le 2 avril. Donc, on avait reçu les mandats de grève et de mobilisation. Donc, il y a eu vraiment des actions dans les 17 régions du Québec et qui a culminé à une action, à une mobilisation, un rassemblement, en fait, devant l'Assemblée nationale. Le 2 avril, on était plus de 10 000 personnes. Quand même. De mémoire, moi, parce que j'ai toujours travaillé de près avec le mouvement communautaire,
c'est vraiment la plus grande mobilisation menée par le communautaire au cours en termes de grève, de mobilisation sociale. Là, c'est, Exactement. Je pense qu'on peut dire que c'est une mobilisation historique qu'on a vécue. En très peu de temps, le mouvement de communautaire à bout est né à Shawinigan à l'automne. Il y a eu une première semaine de grève en Mauricie, centre du Québec. Par la suite, on a rencontré les différentes régions pour voir qu'on était vraiment toutes à bout. Donc, puis en fin de compte, on a vraiment créé ce mouvement-là de grève. Puis c'est dur, en fait. Ben, c'est dur de parler de grève de service dans le milieu communautaire, mais ça montre à quel point on est à bout, tant au niveau du financement des conditions de travail. Donc, puis les 17 régions du Québec se sont mobilisées. Donc, oui, historique. Justement, j'aimerais ça qu'on garde un peu quand même, parce que tu dis, bon, les gens sont à bout, ça c'est clair. Ouais. Quand tu votes la grève, tu votes jamais ça pour le fun. Parce qu'il y a du monde qui pense encore qu'on vote la grève pour le plaisir, détrompez-vous. Mais en même temps, les revendications portées, là, qui font en sorte, effectivement, que vous êtes à bout, là. Vous en avez plein le pompon des conditions dans lesquelles vous travaillez. Comment tu les illustres? C'est les salaires, mais c'est pas juste les salaires aussi. C'est les conditions de travail. C'est les conditions de travail, en effet. On le voit, là, on est plus de 80 des personnes dans le milieu communautaire qui sont des femmes. Donc, on précarise les femmes année après année. Il y a des femmes qui ont besoin d'aide alimentaire alors qu'elles travaillent dans des ressources alimentaires. Et aussi au niveau du financement, parce que c'est ça qui détermine aussi nos conditions de travail. Donc, il y a 10 000 personnes travailleuses qui ont fui le milieu communautaire pendant les 10 dernières années. Et maintenant, on est passé d'une personne sur 4 à une personne sur 3 qu'on a travaillé. Okay. Donc, il y a moins de personnes sur le terrain parce que, justement, on n'a pas des bonnes conditions de travail. Et en plus, on aide plus de personnes dans le contexte du filet social. Ben oui, c'est ça que je m'apprêtais à dire. Il y a moins de monde pour donner des services. La demande doit être absolument épouvantable, là. Plus que jamais, là. C'est crise du logement, l'itinérance. Tu parles de travailleuses communautaires qui travaillent à temps plein puis qui sont peut-être obligées d'aller dans les banques alimentaires. On connaissait des travailleurs syndiqués au Québec. Tu sais, l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation des écarts puis des inégalités. Comment vous faites? Écoutez, on le fait parce qu'on a des convictions, on le fait parce qu'on a un cœur. Par contre, ça vient justement, puis je pense que c'est ça, ce discours-là qu'on a voulu déconstruire durant nos 2 semaines de grève, qu'on a tellement talonné sur le terme une vocation dans le milieu communautaire. Vous faites ça par vocation, puis c'est souvent des jobs aussi qui sont faits par des femmes. Donc, vous le faites par vocation. On s'est même fait dire par la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, que si on augmentait nos conditions de travail, est-ce que vous allez perdre votre sensibilité? Non. Oui, on s'est fait dire ça au début du mouvement le communautaire à bout. Oh my God! C'est incroyable. C'est incroyable. C'est scandaleux. Vous allez devenir des fonctionnaires, des bureaucrates, là, tu sais, c'est quoi l'affaire? Non, incroyable. C'est incroyable. Donc, justement, de se faire dire ça a fait en sorte qu'on a voulu hausser le ton et de dire, justement, quand on fait une grève, on le fait pas pour rien, on le fait parce qu'on est rendu à ce bout et que, justement, on veut se faire parler dans notre mieux, puis parler des conditions de travail et parler justement de déconstruire le discours de la CAQ aussi, qui disait qu'il n'y avait jamais autant investi dans le milieu communautaire, alors qu'on voit sur le terrain que justement les augmentations qu'ils nous nomment, c'est à peine 6 000 $ par un organisme, puis il y a des organismes qui n'ont même pas eu d'augmentation non plus. Donc, 6 000 $, tu payes la facture d'Hydro-Québec, tu ne consolides pas les conditions de travail, puis ça ne te permet surtout pas de répondre aux besoins grandissants de la population. Là, tu parlais de Mme Lebel, puis là, j'avais le goût de te poser la question, y a-tu de l'écoute? Mais là, je viens de comprendre que l'écoute, disons, dans le contexte actuel, n'est pas numéro 1. Mais non. À ta connaissance, y a des rencontres quand même avec des chefs de partis politiques? Y a-tu du monde, quelque part, vu qu'on s'en va en élection, mais on va parler de perspective aussi? Parce que je sais qu'il y a une phase 3 qui s'en vient, mais as-tu eu l'impression, toi, qu'il y avait un peu d'écoute quand même? Dans le gouvernement actuel, non. Durant nos 2 semaines de grève, en fait, on a aussi, le milieu communautaire a décidé de congédier Chantal Rouleau, qui est la ministre attitrée de l'Action communautaire, parce que elle n'a jamais été à l'écoute. Je veux dire, elle est déconnectée des réalités sur le terrain. Elle nous sortait toujours la même cassette alors qu'on multipliait des demandes de rencontres. Donc là, en ce moment, justement, on a une nouvelle première ministre du Québec. On interpelle Mme Fréchette à ce niveau-là pour avoir une table de négociation pour parler d'égal à égal avec le gouvernement actuel. Donc, à court terme, on
parlais tout à l'heure des 250 millions de questionnaires, justement, de la prochaine première ministre. C'est une façon à court terme d'éponger au niveau urgence. Donc, on demande une partie de ce 250 millions-là, mais évidemment, on va s'inscrire dans la campagne électorale qui s'en vient. OK. Donc, quand tu parles de table de négociation, parce que c'est intéressant, pour les gens qui sont moins familiers, les tables de négociation de gouvernement, ça existe dans le secteur public québécois, avec les syndicats. Dans le communautaire, bien que le financement vienne de Québec, il n'y a pas comme tel de table de négociation. Donc, ça, c'est une revendication qui est portée par le communautaire. Qui est portée par le communautaire à bout avec nos alliés du regroupement québécois de l'action communautaire autonome, donc qui regroupe justement les différents secteurs du milieu communautaire. Donc, on parle en santé et services sociaux, qu'on parle justement au niveau de la défense collective des droits, comme les comités logement, le secteur écologiste, donc vraiment tous les secteurs de l'action communautaire autonome. Donc, une table de négociation pour parler franc jeu sur les suites des choses à court terme. Donc là, dans le cadre du 250 millions qu'on sait qui est en ce moment, mais surtout à long terme pour parler d'investissements concrets, pour pouvoir parler d'égal à égal avec le gouvernement. Oui, puis que les mesures soient portantes. Toi, Anne-Marie, tu voulais réagir? Je t'écoute et je ne peux que saluer toute la lutte qui est nécessaire, puis la politisation du discours aussi. Donc, si on veut vraiment s'attaquer à ce que ça veut dire, financer à sa juste part tout l'environnement communautaire, ben il faut parler de salaire, il faut parler de conditions de travail. Exact. On ne peut pas soigner que dans l'abnégation, puis dans la compassion, puis dans l'altruisme. Ça se gagne, ce salaire-là, et ça se politise, une lutte. Mais je voulais juste peut-être, tu pourras répondre à ça maintenant ou plus tard dans la chronique, mais qu'est-ce que tu rencontres sur le terrain? Qu'est-ce qui revient dans les mots quotidiens auxquels tu fais Des travailleuses du communautaire? Non, les souffrances des gens qui viennent vous voir. Donc, tu es dans un centre de femmes, mais bon, moi, comme sociologue, je parle des problèmes sociaux. Ouais. Mais sur le terrain, qu'est-ce que tu rencontres le plus? Bien, ce qu'on voit aussi je travaille dans un centre de femmes, ce qu'on voit en ce moment, quand on parle d'effritement du filet social, c'est des femmes qui vivent de plus en plus d'isolement social. Donc, qui n'ont pas personne à qui parler. Donc, justement, au centre des femmes, on est un milieu de vie où elles peuvent rencontrer des femmes, d'autres femmes, se faire des amis, créer des liens. Évidemment, on parle, cette année, on l'a vu, c'est le 8e féminicide, les violences conjugales, les violences faites aux femmes sont en expansion. À ce niveau-là, fait qu'on le voit concrètement. Puis on a nos alliés sur le territoire, les maisons d'hébergement qui débordent aussi. Donc, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui débordent, qui sont en manque de financement. On parle du Calax Longueuil en ce moment sur notre territoire. Donc, c'est toute cette souffrance-là qu'on accueille et qui, faute de moyens, justement, font en sorte qu'on veut les référer, on veut faire en sorte de les soutenir. On voit de plus en plus l'augmentation. Et je vous dirais, on parle aussi de conditions de travail, on parle d'épuisement aussi dans le milieu communautaire. Puis une des choses, quand on parlait de politisation du discours, nos burn-out sont politiques. C'est à cause des décisions politiques qui font en sorte que nous, on se met sur nos épaules, on se sent coupable de ne pas pouvoir assez aider, alors que c'est les décisions politiques qui font en sorte que, justement, on ne peut pas aider suffisamment. Madame Lebel l'a dit, la vocation, c'est incroyable, ça. Moi, j'en reviens pas encore. Il nous reste fait 3-4 minutes. C'est quoi pour la suite des choses? Bon, il y a des élections qui s'en viennent. Là, il y a eu 2 semaines de grève. Vous êtes allé à Victoriaville, vous avez fait les manifestations. Je pense que le mouvement syndical était présent aussi. Oui, exactement. À Drummondville, en fait. Drummondville, pardon. À Drummondville, Drummondville. Donc, pour l'élection de la nouvelle personne, donc Mme Fréchette, on a amené notre table de négo. Donc, justement, pour savoir si elle va s'asseoir avec nous. On a une première rencontre, le bain de foule de Mme Fréchette cette semaine. Nous étions là pour parler. Elle vous a parlé? Elle nous a dit qu'elle ferait un canal de communication bientôt. Fait que, puis on savoir qu'est-ce que ça veut dire un canal de communication. Mais nous, on va évidemment la talonner à ce niveau-là. On ne la lâchera pas. Là, dans le contexte, nous, on sera là le 1er mai, le 2 mai aussi, pour la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Et évidemment, dans le contexte du mois de mai, il va y avoir du bruit qui va se faire, tête à mort qui va se faire devant les bureaux de députés pour montrer l'urgence, justement, d'agir. Et on a des rencontres avec les différents partis politiques, donc pour que ça soit inscrit dans leur cadre financier, que le milieu communautaire devienne un enjeu
politique majeur si on veut répondre aux besoins de la population en ce moment. J'ai trouvé ça intéressant parce que je me promène pas mal à l'extérieur de Montréal. Tu parlais de Shawinigan, tantôt, je vais souvent dans ce coin-là. Et plusieurs conseils municipaux de petites villes ont pris position pour appuyer le mouvement de grève du communautaire, même des maires qui ne sont pas nécessairement réputés comme étant très à gauche, mais qui disent, nous, dans notre village, dans notre ville, si le communautaire n'était pas là, ça serait la détresse totale là, sur le plan social en fonction de ce qu'Anne-Marie te posait comme question tantôt. Ça explose au niveau des différentes problématiques, puis vous le vivez concrètement sur le terrain. Alors moi, je pense que ça va être intéressant de voir comment tout ça va se déplier, surtout qu'on s'en va en élection. Là. Ben oui, on pourra très bien se reparler. Écoute, on va faire plus que ça. Si vous organisez des activités, vous me le dites, puis je vais aller vous soutenir. Puis inviter le public à vous soutenir. Ah oui. Donc, évidemment, vous pouvez suivre nos réseaux sociaux, le communautaire à bout. N'hésitez pas à interpeller vos organismes aussi communautaires sur le terrain, qui sont dans la lutte à ce niveau-là. Sophie Tétrault-Martel du Centre des femmes de Longueuil, merci infiniment d'être passée à cette émission, puis on va te réinviter. On lâche pas. Après la pause, avec Anne-Marie Lesseau, on revient sur le sommet des Amériques de Québec. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux, et comme je l'ai mentionné en début d'émission, on va revenir sur un événement qu'on peut qualifier d'historique dans l'histoire du Québec, qui est celui du sommet des Amériques, qui a eu lieu en 2001. Ça ne nous rajeunit pas. Moi, j'y étais. Il y en a qui étaient encore beaucoup plus jeunes que moi, dont mon invité, Anne-Marie Lesseau. Mais j'y étais aussi. Mais qui était. Notre invitée précédente, elle disait qu'elle avait juste 10 ans, la dame du communautaire, qui nous a parlé de la lutte communautaire. Mais on veut revenir là-dessus, Anne-Marie, parce que ça a été un événement marquant quand même. Bien, complètement. Donc, à Québec, en 2001, le Sommet des peuples, qui était un contre-sommet, en fait, donc qui répondait au Sommet des Amériques, qui réunissait des dirigeants qui configurait ni plus ni moins l'ordre du monde. Là, Bush était là, tous les chefs d'État. Tout à fait. Donc, les chefs d'État étaient tous là. Et d'ailleurs, il y avait des mesures de sécurité assez imposantes. Là, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une clôture de 3,8 km de long, 3 mètres de haut. Elle était faite de béton et de mailles. Évidemment, elle était érigée pour séparer les chefs d'État et la société civile. Et c'était vraiment un symbole aussi. Là. Donc, c'était physique, mais c'était aussi un symbole de villes qui devaient se protéger contre la société civile qui pensait que la mondialisation pouvait aussi exister à l'extérieur d'une mondialisation néolibérale. Donc, le Sommet des peuples réunissait toutes sortes d'organismes, de syndicats, d'ONG, dont l'Alliance des étudiants, il y avait l'Alliance sociale continentale, il y avait vraiment beaucoup de personnes de la société civile. Et c'était, évidemment, le but, c'était de dénoncer la zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA, et qui était évidemment un accord qui faisait la promotion d'une vision sociale et démocratique, d'une mondialisation entre guillemets démocratique, mais axée sur l'économie, sur le néolibéralisme. Donc, peut-être rappeler aussi que cette zone de libre-échange-là, c'était impulsé par les États-Unis, bien sûr, et ça prévoyait la suppression des droits de douane sur des produits manufacturiers, puis l'agroalimentaire également. Donc, mais d'ailleurs, j'ai retrouvé une phrase que je trouvais absolument terrifiante et absolument significative. Le secrétaire d'État américain de l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Colin Powell, avait dit ceci au sujet de la ZLEA. La ZLEA, et je vais le citer, ça vaut la peine, vise à garantir aux entreprises américaines le contrôle d'un territoire allant de l'Arctique à l'Antarctique et son libre accès sans aucun obstacle à leurs produits. Mais c'est bien que tu cites Powell, parce que tu te rappelles, une des critiques qu'on faisait, c'était justement le pouvoir supranational qu'on allait accorder aux entreprises pour poursuivre même des gouvernements avec des réglementations environnementales. C'est le chapitre 11 de l'ALENA, les droits de pollution, le protectionnisme vert. Donc, au nom du libre commerce, une entreprise, une corporation pouvait poursuivre le gouvernement pour entrave au libre commerce. Donc, c'était donner les pleins pouvoirs à un commerce complètement qui n'a aucune régulation.
la seule régulation lui-même. Donc, une économie complètement autorégulée, autoréférentielle. Du vrai néolibéralisme. Du néolibéralisme à l'état pur, là, évidemment. Là. Donc, c'était ça que le Sommet des peuples visait. On était aussi dans la mouvance là, des sommets des forums sociaux mondiaux. Donc, on se souvient là, des slogans des forums sociaux mondiaux. Le premier, c'était à Porto Alegre, si je ne m'abuse, début des années 90, où les militants, les militantes, les gens de la société civile, les ONG, en appelaient à une autre mondialisation, une mondialisation non néolibérale. Oui. C'était ça aussi. Mais tu me corrigeras si ma mémoire est bonne, mais il y avait quand même à l'époque 2-3 mouvements. Là. C'était pas monolithique, cette affaire-là. Il y avait la Grande Marche des peuples, là, où il y avait 50-60 000 personnes, mais qui marchaient dans le sens contraire de la clôture. Puis il y avait aussi les plus jeunes dont tu devais faire partie, qui se masquaient, puis t'es pas obligé de nous faire d'aveu, là, mais tu sais, puis qui allaient brasser la clôture, puis qui allaient se battre avec la police, puis qui se faisaient gazer. Tout à fait, tout à fait. Il y avait vraiment... Mais nous, on était... mon groupe et moi, nous étions une fausse jeune chambre de commerce. Et nous représentions les slogans les plus néolibéraux. On les avait repris. On s'était bien vêtus. Et puis, on haranguait la foule qui... allait elle-même dénoncer, évidemment, le Sommet des Amériques. Donc, c'était évidemment pour montrer la violence d'un ordre néolibéral et d'une idéologie néolibérale qui sacrifie l'environnement, la société, les droits humains, et au nom d'un libre commerce délétère qui n'a plus aucune régulation que lui-même. Là. Donc, il y avait toutes sortes de gens, effectivement, et il y avait des zones. Ça, c'était assez intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais dans le mouvement étudiant, dans lequel j'étais, puis c'était aussi la même chose là, au niveau des ONG. Donc, nous avions des codes de couleur. Donc, si vous vouliez vous coltailler avec le corps policier, ben là, vous étiez dans la zone rouge. Si vous vouliez marcher à la marche, la grande marche, la marche des peuples, eh bien, vous étiez dans la zone jaune et tout ça. Donc, il y avait toute une stratégie aussi. Je vais avoir un petit peu de gaz, pas trop de gaz, puis me faire arrêter. Exact, c'est ça. À peu près. Exactement ça. Il y avait aussi, et la ville de Québec, tu te souviens, là, c'était complètement fou, là, assiégé, barricadé. Il y avait un libraire, je me souviens, juste avant que tu poses la question, un libraire fort sympathique qu'on avait rencontré qui avait refusé, lui, de barricader sa librairie en disant, ben non, c'est le sommet des peuples, c'est aussi le sommet des Amériques. Et les gens avaient respecté ça. Oui, c'est le sommet des peuples et je vais accueillir les gens qui vont venir dans ma librairie. Les gens avaient respecté ça, oui, puis il faut rappeler. Oui, ils n'avaient pas été du tout assez... vandalisés. Non, puis il faut rappeler quand même qu'il y avait eu tout un travail en amont de fait. Moi, j'étais à la CSN à l'époque, au Conseil central, d'assemblée générale où on mobilisait les travailleurs. 50 000 personnes, c'est la plus grande manifestation dans l'histoire de la ville de Québec. Hein? C'est du jamais vu. Mais là, en et de la avril... répression puis des arrestations aussi là, pendant le sommet. Oui. Donc là, 25 ans... qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Parce que tu parlais de la zone de libre-échange des Amériques. Maintenant, c'est le contraire qui se produit. Donald Trump est vraiment l'antithèse de cette approche-là avec les tarifs douaniers, l'Amérique d'abord, tout ça. Mais d'un point de vue, mettons, progressiste, société civile, que ce soit syndicale ou altermondialiste, le bout de chemin, qu'est-ce qu'on tire de 2025? Ouais. De 2001, pardon, 25 ans après? Avant de parler de ce qu'on peut en retirer, j'ai quand même envie de faire une petite mise en contexte ou replacer des éléments là, du contexte socio-historique pour comprendre justement ces grands changements-là puis répondre à la question que tu poses. Faut comprendre qu'au moment où le sommet a lieu, donc en 2001, on est vraiment dans cette idée qu'il y a d'un côté une gauche des gauches qui est très réfractaire, et à juste titre, à cette économie néolibérale. On est vraiment dans il y a l'overclass et il y a le peuple. Et je ne sais pas si tu te souviens de Occupy, donc on est quelques années après, après le sommet de 2001. En 2011, il y a ce mouvement Occupy, qui est un mouvement là, de contestation sociale pacifique et internationale qui naît à New York le 17 septembre pour dénoncer les inégalités économiques. Et dans ce mouvement-là, on est... rappelons-nous du slogan. Le slogan, c'était « Nous sommes les 99% qui s'opposent aux 1%. Et donc, on est vraiment encore dans l'héritage du sommet des Amériques et le peuple s'oppose à une élite déconnectée, économiquement
ultra favorisés et qui dirigent le sort du monde. Donc, on est dans les sillons de cette contestation-là. Viendra aussi le printemps arabe, on s'en souvient. Donc, les printemps arabes, dans un premier temps, en 2011, et ensuite, notre printemps ici au Québec, le printemps érable, ce fameux printemps-là. Et c'est intéressant parce qu'on est encore là un peu dans le sillon de Québec 2001. Pendant le printemps québécois, on se souvient, ce qui est défendu par les étudiants, les étudiantes, c'est un droit à l'éducation, pas seulement à titre individuel pour soi, mais c'est le droit à l'éducation pour tous. Donc, l'éducation devient un enjeu collectif, un enjeu de société, faire de la société québécoise un espace où l'éducation sera un lieu pour tout le monde, pour l'émancipation de pas seulement des individus, mais de la collectivité. Donc, on est encore dans cette idée qu'il est nécessaire d'opposer des collectivités et des peuples à une élite néolibérale. Et donc, mais en même temps, le Québec 2001, c'est aussi, oui, le peuple contre les élites néolibérales, mais c'est aussi la société civile qui se compose de différents groupes. Donc, on est déjà dans une certaine fragmentation de la gauche, mais cette fragmentation-là, elle va vraiment arriver à partir des années 2012. En 2015, je ne sais pas si tu te souviens aussi, ça c'est quand même intéressant, il y a des grèves dans le mouvement étudiant, et je me souviens d'un slogan qui était invoqué là, par une certaine faction du mouvement étudiant « Fuck tout ». Donc, « Fuck tout ». Fuck tout. Ah, je m'en rappelle pas de celui-là. Non, et c'est intéressant parce que « fuck tout », si on le prend au sens littéral et au sens aussi métaphorique, mais fuck tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire fuck les institutions, ça veut dire fuck le peuple, fuck la nation, il ne reste que des individus, puisqu'il n'y a plus rien qui devrait réguler le social. Et là, on est déjà dans l'accélération d'une fragmentation de la gauche qui se pense davantage comme groupe identitaire. Donc, qu'est-ce qui reste de 2001? Honnêtement, je me le pose. Je me pose la question. Il reste certainement un réseau de solidarité internationale, puis on le voit avec les mouvements féministes, écologistes. Donc ça, oui, il y a vraiment Mais tu es en train de me dire que la gauche a quand même changé depuis 2001. Complètement. En fait, la gauche postmoderne identitaire a abandonné l'idée de nation, de classe sociale, ou n'en fait plus son cheval de bataille. Donc, c'est plutôt, on parle en termes de groupes marginalisés, groupes dominés. Donc, on ne parle plus, a priori, là, de peuples dominés. Et il y a une fracture là, entre une gauche universaliste, une gauche identitaire. Les gens se définissent à travers leur identité particulariste, le lieu de résidence, le genre, l'appartenance ethnique, qui sont des identités légitimes, bien sûr. Mais ce n'est pas à partir de ces identités particularistes qu'on va faire face au grand capital. Ouais. Les nations, ce sont les nations qui peuvent faire face au grand capital. Puis peut-être juste une dernière chose, on est passé aussi de vocables. On parlait d'intégration à l'époque du Sommet des peuples, puis avant que la fracture entre les différentes gauches ne s'accentue, on parlait d'intégration et aujourd'hui, on parle d'inclusion. Lorsqu'on parle d'intégration, qu'est-ce que ça veut dire intégrer? Dans la tradition sociologique, lorsqu'on parle d'intégration, depuis la tradition d'Émile Durkheim au 19e siècle, lorsqu'on parle d'intégration, intégrer, c'est une société qui doit intégrer ses membres à celle-ci. C'est pas moi qui dois m'intégrer à la société, c'est la société qui doit m'intégrer. Donc, s'intégrer, c'est s'intégrer inexorablement à une totalité plus grande que soi-même. L'inclusion renvoie sur le terrain de l'identitaire ou du micro ou de l'individuel. Donc, on est passé aussi il faut intégrer plutôt que il faut inclure que comment on va faire société, comment on va s'intégrer à une société, à un système d'éducation qui prend en charge tous ses membres, comment on va s'intégrer à des structures sociales, culturelles, qui laissent échapper personne. En fait, c'est le triomphe de l'idéologie néolibérale. Puis tu en parlais dans ton éditorial. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi exacerbées, économiques, aussi vivantes. Donc, l'héritage du Sommet des peuples, peut-être qu'il faudrait justement penser davantage à intégrer plutôt que d'inclure. D'inclure et de repenser la question des classes sociales. Et c'est par ça que les gauches vont converger vers une victoire possible. C'est en ramenant l'enjeu de la question sociale et qu'on va peut-être gagner, parce qu'il faudra peut-être finir par gagner. Fait que tu boucles la boucle, toi, parce qu'on a parlé de répartition de la richesse au départ, puis tu nous conclus cette histoire-là, finalement, par une approche peut-être un peu plus collective pour être capable d'affronter la bête qui est devant nous. Merci infiniment, Anne-Marie Lesault.
Déjà tout, hein, que veux-tu? Déjà tout. Ça passe vite, 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 vite. C'est plus vite qu'un cours au cégep, n'est-ce pas? C'est un temps accéléré, oui. Alors, merci à tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des médias puis de Rebel News. Marie-Ève Martel va être avec nous, sujet fort intéressant. Et je vous laisse en bonne compagnie avec mon ami Jean-Yves Lemay. FM 103.3